Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan lecture du mois de novembre. Donc j'ai lu pas mal en ce mois de novembre, j'ai lu 5 romans et 3 mangas, ce qui est quand même beaucoup pour moi. On va y aller tout de suite avec le premier roman. C'est La fille de la déesse de la lune, c'est une fantasy asiatique young adulte. J'en ai lu quand même pas mal cette année, je crois que j'en ai lu 3, ce qui est beaucoup pour moi. Parce qu'avant c'était 0. C'est une autrice malaisienne, mais il me semble que c'est sur un mythe chinois, donc les personnages ont des prénoms chinois, donc si jamais je les écorche, j'en suis désolée. Je ne parle pas mandarin. Donc ici on va suivre Jingyin qui est la fille de la déesse de la lune et toute sa jeunesse elle a été recluse avec sa mère parce que sa mère a été chassée du royaume céleste, de l'empire céleste même. Et du coup elle a été très choyée et très chouchoutée pendant toute son enfance, on lui a jamais dit ce qui s'était réellement passé, etc. Sauf qu'un jour elle va devoir quitter son foyer et quitter sa mère et du coup la servante, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle va se retrouver à côtoyer le prince Li Wei puisqu'elle va devenir sa dame de compagnie et faire ses études avec lui, donc autant ses études un peu intellectuelles que au combat, et c'est au combat qu'elle va se révéler. Il va s'en suivre plein de séries d'événements qui va la conduire dans l'armée céleste et tout son but à elle c'est de libérer sa mère de sa malédiction et on va la suivre de comment elle va réussir à faire ça, quels sont les obstacles par lesquels elle va passer, etc. C'est un gros pavé de 700-800 pages si je dis pas de bêtises et ça se lit assez bien. Je l'ai lu quand même assez rapidement parce que l'écriture est assez fluide, il s'y passe quand même pas mal de choses. J'ai juste regretté le fait qu'il soit si long parce qu'il y a quand même quelques moments où on a des longueurs et c'est un petit peu répétitif. Ça m'a pas tant dérangé que ça, mais je l'ai quand même un petit peu senti, donc c'était pas hyper agréable. Mais dans l'ensemble, c'était une bonne fantaisie. J'ai réussi à suivre tout du long, même le système de magie, j'ai réussi à le comprendre. Donc c'est une fantaisie qui est assez simple. Et je sais qu'il y a un deuxième tome qui vient juste de sortir, c'est le royaume... Je ne sais plus, je vous mettrai la couverture juste ici. Je compte le lire si jamais il a été commandé par ma bibliothèque, mais je ne l'achèterai pas. Je crois que je l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, mais je n'ai pas assez aimé pour avoir envie de l'avoir dans ma bibliothèque. Donc c'est pour ça que j'attendrai s'il faut 5-6 mois pour lire la suite. Ça me dérange absolument pas, mais voilà, si j'en ai l'occasion, je lirai la suite, sinon c'est pas grave. Le deuxième roman que j'ai lu, c'est un livre en anglais, c'est Under the Whispering Door de TJ Klune, qui a été traduit par Sous la porte qui chuchote, et ça a été un très très gros coup de cœur, j'ai adoré. Alors ici on va suivre Wallace qui est une véritable ordure dans sa vie, mais on va le voir très rapidement mourir, et vu qu'il n'accepte pas d'être mort, il va être envoyé dans un espèce de salon de thé qui est un peu l'entre-deux entre la vie et la mort, c'est un peu spécial, et on va rencontrer du coup Hugo qui est le ferryman. Je sais pas comment ça a été traduit en français, mais en tout cas c'est celui qui s'occupe un peu des âmes et qui essaie de leur expliquer où ils sont, qu'est-ce qu'ils font ici, pourquoi ils ont été envoyés ici, enfin bref, il essaye de leur expliquer au maximum comment et pourquoi ils sont ici. Et bref, c'est une histoire absolument incroyable, j'ai adoré tous les personnages, j'ai trouvé qu'il y avait une très très belle cohésion entre eux. Et autant Wallace dans la vie est une grosse ordure, autant dans la mort ils arrivent à se révéler et à faire amende de tout ce qu'il a fait de mal et essaye un petit peu de réparer ce qu'il a pu causer de mauvais. Et j'ai trouvé que c'était une très très belle histoire qui m'a fait évidemment pleurer. J'étais dans le train de retour de Bruxelles et j'ai dû cacher et éponger un petit peu mes larmes parce que j'ai pas réussi à les retenir et j'avais pas forcément envie de pleurer dans le train, mais bon, c'est pas bien grave. Je pleure assez facilement, donc forcément j'ai pleuré à ce moment-là. J'ai lu du coup en VO, comme je vous le disais, je l'ai lu en anglais et j'ai commencé à lire en papier les 9 premiers chapitres. Et ensuite j'ai combiné à l'audio. C'est un conseil que j'avais entendu dans le podcast Le Thé Livresque. Si vous connaissez pas, c'est un podcast qui parle de littérature et il y a une dégustation de thé à la fin. C'est fait par Lola, Eline et Smarties. Je crois que c'est Sarah son prénom, mais je veux pas dire de bêtises. Si jamais ça vous intéresse, je le mettrai dans la barre d'infos parce que c'est un podcast que j'aime beaucoup écouter. Et elles en ont fait un sur la littérature VO et notamment anglais puisque c'est la seule langue qu'elles parlent en plus du français toutes les trois, bref.
et j'ai trouvé que c'était une super idée, j'y avais jamais forcément pensé, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a permis de beaucoup mieux comprendre et que c'était beaucoup plus fluide à la lecture. Donc si jamais ça vous intéresse de lire en anglais, peut-être que cette option peut vous intéresser à essayer de lire un peu plus rapidement et de mieux comprendre ce que vous lisez, parce que c'est pas vous qui devez faire la petite voix dans votre tête, et vous entendez aussi comment on prononce les mots, et je trouve que c'est aussi un très très bon ajout pour bien prononcer et comprendre ce qu'on lit. Bref, je me répète, mais en tout cas c'est une très bonne astuce. Et bien évidemment que je lirai d'autres livres de TJ Klune. Je pense que je vais lire dans les prochains mois La maison au milieu de la mer céréalienne. Je sais plus comment est le titre en VO, mais du coup je pense que je vais le lire en anglais vu que ça m'a plutôt bien réussi pour celui-ci. Si jamais la mort est un sujet sensible pour vous, évidemment ne lisez pas ce livre puisqu'on en parle vraiment ouvertement, mais on en parle de manière positive, autant positive que négative, et on a une autre vision de la mort, je trouve. C'était une très belle histoire, il y a beaucoup d'inclusivité, donc voilà, si jamais vous n'avez pas encore lu TJ Klune, je vous invite vivement à le faire, et je vais aller beaucoup plus vite parce que je suis déjà à 10 minutes de rush. J'ai lu 3 mangas de la saga Minuscule de Takuto Kashiki. Je vous en parle assez rapidement parce que j'en ai déjà beaucoup parlé. C'est une saga que j'adore. J'ai lu les tomes 9, 10, 11, donc je vais passer assez rapidement. C'est une saga que j'adore, c'est un gros coup de cœur, c'est toujours très réconfortant de me replonger dedans. Ici, on va suivre Akume et Mikoshi qui sont des petits êtres de 9 cm. Elles vivent dans un tronc d'arbre, elles se déplacent à dos de scarabée, elles font de la cuisine, de la couture, elle répare des choses, bref c'est très cocooning, j'adore m'y replonger, ça me donne beaucoup de baume au cœur quand je lis, donc forcément s'il y a un prochain tome je le lirai avec grand plaisir. Pour l'autre roman je vais y passer rapidement aussi puisque c'est une suite et fin de saga, c'est la duologie L'Empire des femmes, donc ici le deuxième tome c'est Ténéros de Cassandre Lambert. J'ai lu le premier tome il n'y a pas si longtemps, je crois en octobre peut-être. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, donc j'avais voulu lire la suite et je n'ai pas du tout été déçue. Donc ici c'est une fantaisie où on va inverser le patriarcat en matriarcat. C'est plutôt dans un système un peu type empire romain. Le décor en tout cas fait empire romain, et on va suivre du coup les femmes qui sont sur Sapientia qui elles vivent vraiment dans l'opulence, dans le luxe. On va suivre particulièrement Adona qui est la fille de la créatrice du tournoi de la procréation, si je dis pas de bêtises. Et en gros c'est un tournoi où les hommes vont se battre à mort pour être un peu l'élu, pour savoir qui va pouvoir être le géniteur des enfants des femmes. Bien évidemment toutes les femmes préfèrent avoir des filles puisque les hommes dans cette société sont considérés comme des cafards et des êtres inférieurs. Donc voilà, on bouscule un petit peu tout ça. J'avais beaucoup aimé Adona, on suit cette femme Adona, et on suit aussi Hélios qui lui va participer à ces jeux, et on va suivre la relation qui va se créer entre eux, comment tout ça va se passer. Et dans ce deuxième tome on suit toute leur suite de relations, comment ça va se passer, etc. Adona va vraiment se révéler dans ce tome puisqu'elle va vraiment avoir beaucoup plus d'importance, et dans le premier tome elle est assez effacée, et là elle a vraiment un rôle principal, et là elle va vraiment mettre en œuvre toutes ses idées et essayer de faire changer les choses. Donc je vous invite vivement à le lire si jamais c'est une duologie qui peut vous intéresser, et si vous avez envie de lire un peu un livre qui bouscule le patriarcat dans une forme de matriarcat. Voilà. Je suis désolée si jamais on entend les travaux, mais ils ont repris avant que je termine cette vidéo. Bref, le prochain livre que j'ai lu, c'est L'odeur des clémentines grillées de Lee Do-woo. C'est un roman que je voulais lire depuis très très longtemps, enfin depuis que j'ai vu qu'il allait sortir, parce que je trouve cette couverture absolument magnifique et j'aime beaucoup le titre que je trouve assez poétique. C'est un roman coréen où on va suivre Aewon. Encore une fois, c'est des prénoms coréens, donc potentiellement j'écorche tous les prénoms. Donc on va suivre Aewon qui quitte son emploi de professeur de dessin à Séoul, et elle va retourner dans son village d'adolescente qui s'appelle Bukyeon, et elle retrouve là-bas un de ses anciens camarades qui s'appelle Eun Seop. Encore une fois je suis désolée, et il gère la librairie Good Night, et elle y fait la connaissance du club de lecture et de un peu tous ses habitants.
Donc voilà, on va suivre un peu cette petite vie de village. Il s'y passe pas grand chose et c'est ce que je cherche quand je veux lire des romans de ce type là. C'est des romans vraiment un peu où c'est des tranches de vie, on suit une jeune fille qui revient à la campagne, enfin il s'y passe vraiment pas grand chose et c'est tout ce que je recherche. Et dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était assez bien fait, il fait à peu près 430 pages, ouais non même 450, un peu plus de 450 pages. C'est peut-être un petit peu long, mais j'aime bien quand c'est assez lent aussi, et c'est vraiment ce qui caractérise ce genre de roman. Ils sont lents, il s'y passe pas vraiment grand chose, c'est juste on apprécie les petits moments de la vie, et c'est tout ce que j'aime. Donc dans l'ensemble, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Il y a certaines choses que j'ai pas forcément compris, ou j'ai pas compris parfois comment les personnages ont agi, mais je pense que c'est plus quelque chose de culturel plutôt que vraiment un défaut de l'auteur, enfin en tout cas de l'autrice plutôt, mais c'est vraiment plus moi qui ne suis pas forcément en phase parce que je connais pas énormément la culture coréenne. Après c'est pas un reproche que je fais au roman puisque c'est je pense ancré dans la culture coréenne de réagir d'une façon différente de la mienne qui suis française. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui peuvent un petit peu changer, mais dans l'ensemble je trouve que c'est un beau roman. Par contre, il y a un gros point négatif qui m'a fait mettre 3 étoiles sur 5. C'est les dialogues et la façon dont ont été écrits les dialogues. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que l'autrice a écrit, mais en tout cas les traductrices, parce que il me semble que c'est 2 femmes qui ont traduit. Alors c'est Christelle Pinsona et Lee So-young. Je ne sais pas si c'est une femme, je pense. Bref, je vais pas m'avancer, mais en tout cas les 2 traducteurs-traductrices ont fait ce choix-là de, dans les dialogues, faire énormément d'abréviations. Je vous ai marqué 3 passages où je trouve que ça n'a aucun intérêt. En fait, déjà, moi je n'aime pas les abréviations dans les romans. Je trouve que ça coupe énormément la lecture et que ça n'apporte vraiment pas grand-chose. C'est plus dérangeant pour l'œil qu'autre chose. Et ici, je trouve que ça n'apporte absolument rien. Parfois je trouve que c'est pertinent quand un personnage peut passer pour un rustre ou je ne sais quoi, enfin avoir un langage un peu plus familier. Typiquement enlever les ne dans les négations, les je sais pas, ça passe très bien je trouve. Mais là c'est utilisé je trouve à outrance et je trouve ça vraiment ridicule pour tout vous dire. Franchement je suis désolée de dégrader ainsi le travail de traducteur parce que c'est moi-même mon travail. Même si je suis pas traductrice littéraire, je suis désolée de casser un petit peu comme ça, mais vraiment j'ai trouvé que c'était pas bien fait et vraiment je trouve que c'est quelque chose qui ne sert pas du tout le roman, ça sert pas du tout le récit. Encore une fois, je veux pas critiquer trop le travail des traductrices parce que je ne sais pas dans l'œuvre originale si c'est dans ce sens-là, mais je trouve que ça aurait pu être utilisé mais avec beaucoup plus de parcimonie parce que là c'est vraiment utilisé à tout va. Je vais juste déplacer mon téléphone parce que encore une fois le soleil tape dessus. Je vais vous lire juste quelques passages et vous les montrer pour que vous puissiez un peu comprendre pourquoi je n'ai pas aimé. Alors ici j'avais noté... Ah oui, c'est tout à la fin, c'est tu aurais pu me le dire. Et me le c'est M''LE. Je vais vous le montrer, c'est juste ici. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est vraiment... Je trouve que ça coupe totalement ce que veut dire l'autrice et j'aime pas du tout. Et là encore, on en a encore beaucoup. C'est... Alors attendez, où est-ce que j'ai vu ça déjà? Ah oui, dis-moi franchement, si ça te gêne, je viens pas. Encore une fois, si ça te gêne, T''G, enfin T' gêne, et je viens pas, J', je viens. On a aussi pas très longtemps après, enfin vraiment dans la page juste après, je sais pas, J', c'est. J'aime pas du tout. Je trouve ça extrêmement chiant à lire. Et je trouve qu'ils ont fait une caricature monstrueuse de l'adolescente. C'est une adolescente qui a à peu près, je crois, 14-15 ans, un truc comme ça, peut-être 16. Et elle a un langage, mais cliché au possible. Je vais vous lire juste un extrait que j'ai trouvé vraiment catastrophique. Pour les marque-pages, ce sont effectivement les queblas qui ont du succès. Pour dire que c'est les marque-pages noirs qui ont du succès. Je suis désolée, mais aucun adolescent à l'heure actuelle dit des queblas
pour parler de marque-page. Enfin, juste, je trouve que c'est extrêmement peu représentatif d'une adolescente de 16 ans actuellement. Et il y a plein de choses comme ça dans le récit qui me font me dire que l'adolescente n'est pas du tout caractéristique d'une adolescente à l'heure actuelle. Enfin, ça ne va pas du tout avec l'essence de cette jeune fille qui veut un peu être en dehors des codes et un peu bousculer sa mère, mais c'est juste qu'elle aime le rap et je pense qu'ils se sont dit tiens, on va lui faire dire ce genre de choses parce que c'est une jeune fille qui aime le rap et qui est un peu dans sa crise d'ado, mais ça ne va pas du tout. Enfin bon, bref, je trouve que c'est très peu représentatif d'un adolescent ou d'une adolescente aujourd'hui. En fait, je trouve que c'est très cliché, donc j'ai pas du tout aimé et c'est pour ça que ma note est descendue si bas, mais je vais quand même le garder parce que dans l'ensemble, l'histoire est bien, mais vraiment ces dialogues et ce cliché d'adolescente que je trouve vraiment dommage que ça ait été fait de cette façon parce que ça nuit au récit. Bref, je vais arrêter d'en parler parce que j'en ai parlé pendant très longtemps. Et le dernier roman que j'ai lu au mois de novembre, c'est Les Fêlures de Wakefield Manor de S.A. Yarmond. C'est le dernier Hurlevent que j'ai en ma possession, donc je voulais vraiment le terminer avant le mois de décembre. On est en Angleterre en 1910 et on va suivre Honoria Belfort qui est une jeune veuve de 27 ans et elle va être engagée à Wakefield Manor pour être une préceptrice. Et on va découvrir un manoir avec des secrets de famille, etc. etc. C'est un livre que j'ai quand même bien aimé. Je l'ai moins aimé que l'autre roman de l'autrice qui avait été un très très gros coup de cœur de l'année 2022, c'est Le cœur singulier de Millie Davis. J'ai vraiment bien aimé le récit dans l'ensemble. J'ai trouvé qu'il y avait juste assez de secrets de famille, de manoirs un petit peu sombres, lugubres, mais avec des touches un peu de bonheur par-ci par-là. Honoria est un petit peu leur rayon de soleil puisqu'ils vivent, c'est une famille qui vit un peu reclus de tous. Je suis désolée encore une fois, il y a des travaux dans l'appartement d'à côté, je n'en peux plus, je vous avoue, j'en ai marre. Bref, ils vivent reclus et c'est un peu leur rayon de soleil parce qu'elle apporte un peu de vie à ce manoir un peu lugubre et très silencieux. Elle s'attache beaucoup aux deux jeunes enfants à qui elle donne cours et du coup il y a quand même la majorité de la famille qui la plébiscite, mais il y a la femme de cette famille qui est un personnage qui est très froid, vraiment ce côté très glacial, bref. J'ai beaucoup aimé les différents personnages, j'ai un petit peu regretté la fin que j'ai trouvée un peu précipitée. C'est pas la fin à laquelle je m'attendais et j'ai trouvé que c'était un tout petit peu précipité, que l'autrice a un petit peu fait comme si c'était... ce côté précipité peut être assez sympa, mais là j'ai trouvé que c'était fait de manière un peu trop justement précipitée. On a la résolution dans les 50 dernières pages et j'ai trouvé qu'il fallait vraiment vite finir. Ça a été un petit peu le point négatif pour moi, mais dans l'ensemble je trouve que c'est quand même un très bon roman qui se lit parfaitement pour l'hiver, donc si jamais vous cherchez des lectures hivernales, celui-ci fera grandement l'affaire. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez lu en ce mois de novembre, si jamais il y a des romans que j'ai présentés que vous avez lus, n'hésitez pas à me dire votre avis sur ceci. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!